Salut Tony, comment tu vas? Salut Thomas, ça va et toi? Ça va très très bien. Je suis très très content de t'accueillir. Comme je te disais en off, ça me fait bizarre de voir ta tête parce que je vois toujours ta tête sur Instagram, sur YouTube, et là je te vois Mais bouger en vrai. mais moi c'est pareil, ça fait toujours bizarre le côté, tu sais, je crois qu'on est encore quand on était petit, des quand tu croisais une star de la télévision, tu Ouais, sais, c'est des ça. fois, tu Tu te dis: disais: «Waouh, il est en «Ouais, vrai et tout, il est c'est plus ça, petit qu'en vrai» et tout. il est vivant, il existe, c'est un être humain» et en tout cas, merci à toi de m'inviter, le plaisir est partagé. Bon, bah, super. Comme je te disais juste avant et comme je l'ai dit, comme je le dirai en intro quand je l'enregistrerai juste après, c'est un épisode parcours d'investisseur où, on va pas creuser une thématique particulière sur l'investissement, mais plus, ça va être un côté peut-être plus mindset, plus inspirant. Voilà, parce que je sais que tu as un parcours qui est très inspirant, parce que tu as atteint la liberté financière et l'idée c'est que tu nous racontes ton parcours, Avec plaisir. heu, du début. Donc, pour démarrer, je propose que voilà, qu'on parte du début, que tu nous racontes peut-être ton parcours, peut-être avant l'investissement, tu vois, avant même que, alors, pas forcément l'enfance et l'adolescence, mais peut-être, tu vois, avant ton premier bien, enfin, avant tes premiers invests, Ouais. quel type de travail tu faisais, où tu en étais? Tu sais, tu parles de l'enfance et l'adolescence, je pense que ça commence, aussi par là parce que, tu vois, moi je viens d'une famille d'entrepreneurs, Mhm. pas d'investisseurs pour le coup. Alors un petit peu parce qu'il possédait, tu vois, les bureaux de l'entreprise, mais je viens d'une famille vraiment d'entrepreneurs. Mon grand-père était entrepreneur de travaux publics et mon père faisait Ok. la même chose, avait pris la suite et tu vois, moi, je me destinais pas du tout à ça. J'ai travaillé tous les étés dans l'entreprise, ça m'avait donné tu vois, déjà le goût du travail et puis surtout le goût d'aller à l'école parce que quand à 13 ans et demi, tu es sur les chantiers, tu comprends que Tu comprends que c'est chaud. ouais et qu'il vaut mieux bosser à l'école parce que sinon c'est voilà, te retrouver, sur les chantiers, c'est des métiers qui sont difficiles. Ça va mieux maintenant, hein, mais c'est des métiers qui sont Mhm. quand même difficiles, tu es aux intempéries. Donc moi, je me destinais à une carrière d'ingénieur. Tu vois, j'ai fait des études d'ingénieur en génie physique et j'adorais les Ok. sciences, j'étais passionné par ça et j'ai énormément déchanté quand je suis rentré dans le monde du travail. Tu vois, moi, je m'attendais à faire décoller des fusées, tu vois, à faire des trucs incroyables et Et en j'ai fait, tu eu faisais des Excel et des plannings, quoi, c'est ça? absolument. Ouais, ouais, j'étais, champion Bienvenue du au monde. club. Même Alors surtout, parcours. le pire, je crois que c'était les PowerPoint. Ah ouais, c'est ça. PowerPoint, Excel. Oh là 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 là. J'étais championnat d'Europe de présentation. En fait, j'étais dans une usine que les investisseurs IMO connaissent bien. J'étais chez Rockwool qui produit la laine de roche qu'on utilise pour l'isolation des bâtiments et bah, je suis resté 7 mois seulement. En quelques mois, j'étais ingénieur de production, donc j'optimisais les lignes, tu vois, pour voir, bah, où ça s'arrêtait, où il fallait, optimiser une machine pour qu'on produise plus vite et ainsi de suite. Et après, je passais mon temps à former des Croates. On avait une boîte en Croatie et donc OK. je formais en anglais les Croates sur les processus, donc je faisais des journées PowerPoint, tu vois? Et c'était vraiment très, très décevant par rapport à ce à quoi je Ouais, par rapport à ce m'attendais. qu'on t'a vendu en école, quoi. Ah ouais, C'est ouais. dingue, hein. Et puis surtout, je me disais je voyais mon avenir si tu veux. En gros, j'avais commencé à faire des calculs parce que dans ce premier job, je gagnais 1 840 € par mois, quelque chose comme ça. Donc on avait OK. un intéressement, on a 13e mois, enfin, normalement, tu es censé te dire que c'est le job de rêve, tu vois? Mmh. Et j'avais à peu près commencé à demander comment ça se passait pour les augmentations. Donc tu avais à peu près 2 par an, tu vois? C'était réglé comme du papier à musique. Mmh Donc mh. dans mon bureau, comme on avait l'habitude des Excel, tu vois? J'avais fait une case avec mon Tu salaire, avais une projection. une petite projection sur 42 ans, tu vois? Et à la fin, je crois que j'arrivais à 5 000 € de salaire. Mais je me suis dit: «Purée, tu vois, une belle maison», alors on en parlera peut-être tout à l'heure, mais mon grand-père est décédé en 2005 et j'ai hérité d'un terrain à son décès. Je m'étais dit: «Je voulais faire une belle maison dessus» et j'avais calculé, tu vois, le prix de la maison que je voulais faire, il y en avait pour 200 000 € et je le rapportais à mon salaire et je disais: «Bon, déjà, ça va être chaud. Après, si devant, un jour, tu veux mettre une belle Mercedes, tu vois, avec une voiture à 60 000 €», je me disais: «Mais ça va me coûter une fortune, en fait, mais j'y arriverai jamais». Je me dis: Il doit y avoir un autre plan parce que j'arriverai jamais à Et ça m'offrir c'était tout ce que je ju veux. ju juste pour qu'on se resitue, c'était en quelle année? Tu avais Là, quel âge et c'était en quelle année quand tu étais dans ce premier job? alors j'ai été diplômé en fait de mon école d'ingénieur en 2005. Moi, je suis né en 81, tu vois? Là, je suis dans l'année de mes 42 ans et Mmh mh. dès que j'ai eu mon diplôme, je suis parti vivre 1 an en Écosse. Je OK. voulais faire une année sabbatique, vraiment une césure et voilà, donc je suis parti vivre 1 an là-bas. J'ai vraiment adoré, j'ai fait que des petits boulots, mais j'avais commencé à toucher un peu cette liberté du doigt
Et puis, surtout, à la fin, je m'étais mis à bosser dans un centre d'appel, donc c'était pas le job de rêve, mais par contre, ils regardaient vraiment la compétence, tu vois? Et pas les diplômes, en Écosse, là-bas, et ils s'en foutaient complètement que tu sois ingénieur ou quoi. Ils regardaient que, voilà, que tu Ouais, étais de comment la tu te jugeote, démerdais, quoi, quoi? comment OK. tu te démerdais. Et si j'étais resté là-bas, je pense que j'étais promis à une brillante carrière dans le centre d'appel parce qu'en un an, j'avais déjà monté 2 échelons et je me retrouvais à chapeauter une petite équipe. Mais bon, j'ai décidé quand même de revenir en France, tu vois? Et c'est là où je me suis dit: «Tu as quand même un diplôme d'ingénieur, c'est dommage de pas Ne t'en pas servir». l'exploiter, ouais. Exactement. Et c'est là où je suis rentré dans cette boîte. Et donc, si tu veux, on va en revenir à ces tableaux Excel, tu vois? Mais quand ça m'a mis une petite puce à l'oreille, je me suis dit: et moi, j'avais vu quand même mon grand-père et mon père gagner plutôt bien leur vie en étant entrepreneurs. On avait une maison de vacances, tu vois? Mon père avait une BMW à l'époque. Moi, j'étais très rat race, je voyais que ça, tu vois? Mmh. Je me disais: «Bah, si je veux m'offrir ces trucs, il faut que je devienne entrepreneur». Donc je commençais à avoir ça en tête et je tournais un peu en rond dans mon usine et en fait, un repas de famille, mon père m'a me parlé, il m'a dit qu'il voulait, monter une deuxième entreprise, en fait, de travaux publics, en région lyonnaise. Nous, on était à côté de Saint-Étienne et qu'il allait chercher quelqu'un pour s'en occuper et là, je lui ai dit: «Bah, Je suis présent». là. J'ai dit: «Moi». «Non, mais attends, tu as tout fait pour pas aller là-dedans. Toi, tu es ingénieur, tu vas pouvoir faire des trucs incroyables. Il faut pas que tu viennes dans mon métier, tu peux faire mieux que ça». Je lui dis: «Mais en fait, je pense que j'ai envie de». Tu vois? J'avais quand même l'entrepreneuriat dans le sang, c'était Mmh. compliqué le salariat. Je dis: «Bah, C'est on vrai y qu'en va, quoi». en y baignant dedans, je pense que ça influe, hein. Tu l'as dit très Ouais, justement tout à l'heure, je voulais passer sur l'enfance et l'adolescence, mais je pense que tu as raison que d'y revenir parce que ça influe énormément sur notre état d'esprit, même par la suite, quoi. c'est sûr. J'ai toujours eu du mal, enfin, j'ai toujours bossé, tu vois? Pendant mes études, dès que j'avais les vacances, je faisais de l'intérim, des jobs, Mmh. tu vois, d'usine, quoi. Mais toujours pour pouvoir me payer mon train de vie, mes études, mon essence pour ma voiture, tu vois? Mmh. Et à chaque fois, c'est des jobs où tu y allais, tu posais ton cerveau, tu faisais ce que tu avais à faire, mais j'avais toujours ce goût du boulot. Mais en me disant: «Bah, c'est passager, j'accepte qu'on me donne des ordres, mais plus tard, c'est moi qui commanderai», tu vois? Mmh. Et je pensais en étant ingénieur en usine, ça se passerait comme ça et au final, Pas du tout. pas du tout, vraiment pas du tout, quoi. Tu fais ce qu'on te dit et tu vois, quand j'ai quitté mon boulot d'ingénieur, ils m'ont dit: «On cherchait quelqu'un d'entreprenant pour le poste, mais on est tombé sur quelqu'un peut-être de trop entreprenant», tu vois? Justement. Et donc on s'est mis, en quête d'une entreprise à Lyon, Mmh. avec mon père, ma tante et mes oncles. Ils travaillaient tous en famille à l'époque et en quelques mois, ça s'est vraiment fait. Tu vois, comme des fois parfois quand les planètes s'alignent, ça s'est fait en quelques mois. On a trouvé, un monsieur qui avait une entreprise de 35 salariés qui partait à la retraite et 7 mois après, je prenais la direction de cette petite boîte, en région lyonnaise et ça, OK. c'était en 2007. OK, donc ça a été tu as fait une première expérience dans le salariat classique ingénieur Ouais, et ensuite tu as pris la boîte du coup, enfin la deuxième boîte de ton père, dans c'est ça. En fait, OK. on l'a acheté, on était 5, on était associés, à 5 et c'est Mmh. moi qui avait la gérance et j'ai fait OK. ça pendant 12 ans. 12 ans, OK. Ouais, donc ça a été un parcours, enfin, ça a été très, très mouvementé, l'entrepreneuriat. Ouais, Bah, j'ai appris un peu à OK. la dure. Je reviens juste un truc avant qu'on parle un Ouais, peu plus, invest. Enfin, je reviens sur un truc parce que ton histoire, elle me parle. Alors moi, j'ai un parcours quand même assez différent de toi dans le sens où, au lieu d'avoir fait un peu de salariat et beaucoup d'entrepreneuriat, j'ai fait que du salariat pendant 10 ans avant de ouais, passer à mon compte. Mais je reviens sur un truc où ça fait énormément écho en moi, ce que tu dis sur le côté de l'école d'ingé, où tu imagines vraiment une vie ultra confort, un ouais, boulot passionnant, un truc, tu vas faire des trucs de fou et je me rends compte que énormément de gens qui viennent me voir pour du coaching, enfin, qui s'intéressent à l'investissement et qui veulent devenir libres financièrement, ils sont ils ont été en fait un peu bluffés, enfin pas bluffés, ils ont été un peu, je vais pas dire pris pour des cons, mais enfin, ils ont eu un peu cette même sensation que tu as eu et toi et moi, où en fait, ils se rendent compte que le salariat enfin, le boulot qu'on leur a un peu promis en école d'ingé, ben, c'est de se retrouver derrière un bureau, faire des Excel, des PowerPoint, faire, 10 réunions dans le mois et enfin même dans la semaine des fois et que ça frustre et qu'au final on cherche vraiment autre chose je sais pas ouais. toi dans ta communauté, mais moi j'ai l'impression dans ma communauté, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là en fait, tu vois? Mais il y a énormément, c'est ce qu'on appelle les bullshit jobs, tu vois? Ouais, c'est ça, Et exactement ça.
Et moi, j'avais vraiment l'impression que j'étais là-dedans. Je te jure, on avait Ouais, tu un entrepris ça. maillon d'une chaîne, tu vois? Et que de toute façon, tu peux sauter à tout moment, ça changera rien. Ah mais complètement. Et je me posais vraiment la question surtout de à quoi servait mon boulot? Mais j'ai mené des expériences, on pourrait en parler on pourrait faire un podcast juste là-dessus, Juste tu sur vois? ça, les Mais bullshit jobs. ah ouais, vraiment, il y a eu des semaines, dès que j'ai su qu'on avait trouvé la boîte et qu'on allait pouvoir monter notre dossier bancaire pour racheter la société et puis que j'allais lâcher mon boulot, je me suis dit: «Je vais faire des expériences». Je leur avais pas dit que je partais encore. Mais si tu veux, on était dans une boîte danoise qui marchait extrêmement bien. Les employés connaissaient leur boulot, les machines étaient là depuis des années. C'est un procédé qui est à l'ancienne, c'est de la grosse industrie. C'est pas des techniques de pointe, si tu veux. On réinvente pas la roue tous les jours là, dans ce boulot. Et il y avait des semaines où on faisait 2 réunions, 2 journées entières de réunions. Des fois, on partait manger en séminaire à l'hôtel. On avait fait du team building, enfin des trucs de fou. On avait des pistolets à fléchettes, on tirait sur des petites cibles. Je te jure, vraiment des trucs. Je me disais, mais à quoi mon boulot sert? Et il y a une semaine entière, j'ai fait semblant de travailler. À l'époque, j'étais passionné de muscu, j'avais passé ma semaine entière sur des forums de muscu dans mon bureau et j'avais annoncé mes chiffres, au team building, on m'avait félicité parce que les chiffres étaient bons. J'avais rien foutu et et C'est dingue. et je me disais enfin, ça sert à rien, tu vois? Même les Croates que je formais, tu vois, qui en avaient rien à faire, qu'ils apprenaient enfin, c'était on était beau il y avait des gens qui travaillaient, voilà, les gens sur les lignes étaient vraiment en train de produire quelque chose, mais alors les autres, Ouais, ça fait flipper, hein, ça fait un peu penser je sais pas si tu lu le bouquin de Werber sur les fourmis, enfin même, je pas l'ai pas lu forcément, celui-là. alors même pas forcément dans ce bouquin, mais tu sais, tu une théorie sur, tu sais, comment fonctionnent les fourmis ou, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais tu as genre 10 ou 20 des fourmis qui font 80, un peu la loi de Pareto, tu vois? Bien sûr. Mais les fourmis, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que tu as 10 ou 20 des fourmis qui font tout le taf et tu en as 80, je crois que tu en as 10 ou 20 qui sont là pour se reproduire et après tu as le reste qui ne font rien. Mmh, mmh mh. Et j'ai l'impression que dans certaines sociétés, c'est ça, tu vois? Ah Que mais dans c'est certaines sûr, c'est sûr. sociétés, tu en as 10 ou 20 qui font le taf et tu as les autres qui sont un peu planqués et et qui ont un salaire, correct, tu vois? Enfin, Bah, c'est tu un truc sais, de fou. c'était dans le Puy-de-Dôme et les hivers sont rudes là-bas et j'ai fait un seul hiver et il y a un moment où c'était moi le cadre de garde le week-end. Il y a des machines qui s'étaient coincées, donc j'y suis allé. La nuit, il avait dû faire 15 ou 20 centimètres de neige. J'avais déneigé ma voiture, machin, parce que j'avais un bout d'allée où il y avait pas de camion, enfin de déneigeuse qui passait et j'avais assuré tout le week-end et mon chef, qui habitait un peu plus loin, est pas venu à l'usine pendant 4 jours. Pas venu du tout. Ah Et ouais. limite, tu arrivais pas à le joindre, si tu veux. À l'époque, il y avait pas Netflix, mais il devait être devant la télé, je sais pas ce qu'il faisait. Et je me disais: «Mais dans les travaux publics, ce genre de truc, c'est impossible», tu vois? Ouais, c'est pas Moi, possible. pendant 12 ans, j'étais là le matin, premier arrivé, dernier parti. Et Mmh s'il y mh. a pas le chef, s'il y a pas le capitaine, il y a rien qui avance. Et c'est comme ça que je voyais, en tout cas, être un entrepreneur. Et lui, directeur de l'usine, tu disparais 4 jours. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est pas possible. Mais bon, Yes. voilà le genre de boulot, quoi. Ouais, donc bon, je referme la parenthèse, mais je suis peut-être un peu trop creusé sur ce sujet-là, mais en fait, moi, ça me parle tellement que waouh, Beh, bien sûr, ça mais paraissait intér je me dis: «Il y a peut-être des auditeurs qui se retrouvent là-dedans», tu vois? Qui nous écoutent derrière leur bureau à faire des Excel et peut-être que ça leur parle, donc voilà. ouais, et puis il y a une voie après les bullshit jobs, quoi. Ouais, c'est ça, il y a pas que ça, on peut toujours se réorienter, tout est possible. Mmh. Du coup, je veux qu'on parle maintenant, qu'on rentre dans le sujet de l'investissement. Ouais, Donc j'imagine, vu que tu as fait 12 ans, dans l'entrepreneuriat, j'imagine que tu as commencé à investir pendant que tu étais au Republic. Donc, c'est ça. est-ce que tu peux nous parler, bah, voilà, déjà, qu'est-ce qui t'a amené à investir dans l'immobilier? Pourquoi? Et comment s'est passé ton premier Ouais. projet? Bah, en fait, si tu veux, j'ai pris cette société en 2007. Ça a très bien marché pendant les 18 premiers mois. Je me suis beaucoup plu. J'ai appris à la dure quand même parce que quand tu as 25 ans, tu prends la tête d'une boîte de TP, même si tu connais les TP à côté, même si tu as un bagage d'ingénieur, Mmh. quand tu diriges des gens qui ont, tous la quarantaine, tu vois? Puis qui te Ouais, mettent à ouais. l'épreuve, qui te testent et tout. Donc j'étais très content d'avoir travaillé sur des chantiers avant, de savoir faire des gestes techniques, tu vois? Un peu conduire une pelleteuse, des petits trucs comme ça. Ça a marqué des points, mais Mmh. j'ai beaucoup aimé et ben, tout de suite en 2008-2009, on s'est tapé la crise des subprimes aux États-Unis, qui a été quand même violente, en France, aussi dans le domaine de la construction. Ça a vraiment touché, tu vois? Des retards de permis, puis beaucoup de peur et moi, ça s'est traduit dans mon job par des clients qui ont eu des gros retards de paiement. Et si tu veux, je me suis rendu compte que ma boîte, c'était finalement un colosse au pied d'argile. On l'avait payé cher à l'époque, juste avant Mmh. cette crise.
J'avais des énormes remboursements mensuels. J'avais 35 000 € de crédit par mois à rembourser Waouh. pour rembourser le prix de la boîte, tu vois. Et ça a été très, très difficile. On avait pris un crédit sur 7 ans. Finalement, j'ai mis 11 ans pour payer ma boîte. Ouais. Donc ça a été très, très difficile. Et je me suis dit, il faut absolument que tu investisses à côté, que tu fasses quelque chose parce que si jamais ça dépose, on avait des Qu'est-ce que tu cautions fais? personnelles, si tu veux. Voilà. Puis Mmh. bon, on était 5, mais on avait mis des cautions personnelles. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas devenir, tu vois? Qu'est-ce qui va se passer? Donc je me suis dit, il faut que j'investisse à côté. Et très rapidement, j'ai fait un premier invest qui s'est avéré très, 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 très formateur. Finalement, pas si mauvais que ça, parce que j'ai pas T'as perdu limité ou la casse? presque pas perdu d'argent, mais j'ai acheté un premier immeuble en fait à Saint-Étienne, à côté de là où je vivais. Et malgré tout, j'habitais pour ceux qui connaissent, dans la plaine du Forêt. Saint-Étienne, c'est une ville où j'avais fait une partie de mes études, mais que je connaissais assez mal. Et j'ai pas privilégié l'emplacement, tu vois. J'ai acheté finalement dans une rue qui était pas incroyable. Mmh. L'immeuble était bien, mais la rue c'était pas ouf, quoi. C'était au début d'un quartier pas top. Ouais, c'était bruyant ou le quartier était pof? Ça craignait un peu? Surtout violence, tu vois. Beaucoup à Saint-Étienne, il y a de gros problèmes de trafic de drogue. Et Mmh. moi, j'étais à la lisière de deux quartiers, mais du mauvais Mmh. côté, quoi. Ah ouais. Et j'ai eu beaucoup de problèmes justement avec ça. Enfin, j'ai fait un podcast entier sur cet invest. C'est un immeuble de 9 appartements que j'ai acheté. Et à l'époque, j'avais juste lu un seul livre, c'était celui d'Olivier Seban. J'avais lu Tout le monde mérite d'être riche. Parce que c'est la question qu'on fait tous, tu sais, on se pose Ouais, bien comment sûr. devenir riche, tu vois. J'étais tombé sur son bouquin que j'avais beaucoup aimé. Il y avait plein de bonnes pratiques dedans, même si c'est un peu survolé, quoi. Mais tu vois, il y avait les principes de bourse, il y avait les principes d'IMO. Et il disait qu'il fallait acheter à minimum 9% de renta. Et moi, cet immeuble, j'avais trouvé du 10, donc c'était Ouais. En brut, fantastique. tu parles? Je parle en brut, ouais, ouais. Ouais. J'avais 10% de renta brute. Donc je m'étais dit, mais c'est magnifique, je suis encore meilleur qu'Olivier Seban, ça va rouler à fond, quoi. Et aujourd'hui, tu vois, quand je dis aux gens qu'il faut être... Est-ce que tu avais la conscience, alors désolé, je te coupe. Est-ce que Non, tu je avais t'en la prie. conscience que, bah, du coup, haut rendement égale risque aussi? Est-ce qu'à ce Pas moment-là, tu avais conscience un peu de ça? pas du tout. J'étais une personne très différente enfin très différente. J'étais surtout moins mature qu'aujourd'hui, si tu veux. Et rapidement, je gagnais quand même relativement bien ma vie, tu vois. Avant, j'étais à 1 800 € dans mon usine. Là, Mmh. j'avais déjà doublé mon salaire. Je devais faire à peu près 3 900. Et surtout que dans les travaux publics, tu roules beaucoup et on se rémunérait une partie, enfin, c'est pas de la rémunération déguisée, mais ça y ressemble quand tu fais des indemnités kilométriques. Les Ouais. entrepreneurs le savent, c'est très bien rémunéré les indemnités kilométriques. Mmh. Et avant que je devienne un peu rat race, je roulais plutôt avec des voitures modestes, tu vois, et ça me permettait de faire un complément de salaire. Donc, j'étais passé grosso modo de 2000 à 5000 net, quoi. Mmh. Et ça m'était un peu monté à la tête, je pense. Et j'ai oublié toutes les précautions, enfin j'ai oublié, je les connaissais surtout pas, mais j'ai pris aucune des précautions que tu dois prendre avant d'acheter un bien immobilier. C'est-à-dire qu'il y avait 9 apparts, j'en ai visité 2. Et la personne qui le vendait, c'était un peu un notable de ma ville, tu vois. Je veux pas trop en dire plus, mais enfin, moi je suis 100% responsable. C'est moi qui aurais dû visiter. Mais il a profité de ma naïveté et de ma crédulité. Il Mmh. m'a dit, t'inquiète, c'est tout comme ceci. Et en fait, quand j'ai acheté, quand vraiment j'ai été propriétaire, que j'ai des locataires qui sont partis, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a 2 apparts qui étaient refaits. Il y en Mmh. avait 5 qui étaient dans leur jus, moins, quoi. Enfin, des trucs aujourd'hui, jamais je loue un appart comme ça, Mmh. quoi. C'était à peine acceptable et vieillot, quoi. Et puis, enfin, un peu dans son jus. Et il y avait 2 apparts, par contre, qui étaient carrément insalubres. Ah ouais. Quand je te dis insalubre, c'est, le gars, je savais qu'il était sous tutelle, le locataire, mais je me rendais pas compte de ce que ça voulait dire. Et là, c'était un mec qui Mmh. vivait au milieu de ses canettes de 8-6, tu vois, un Ah matelas ouais. par terre, les murs noircis. Mais voilà, le loyer était payé par la CAF et par sa tutelle, c'était bien payé. Moi, j'avais regardé que ça au départ. Mmh. Et donc, j'ai entrepris petit à petit de refaire tous les appartes, une partie le week-end et puis voilà, quoi. Et Et c'est toi qui gérais du coup enfin, les travaux de ces apparts-là? ouais, j'en ai géré une bonne partie et à la fin, j'étais tellement épuisé que j'avais pris quelqu'un pour terminer, quoi. Terminé, ouais, je comprends. Ouais. Parce que quand on a 9, c'est pas pareil que quand on a Non, 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 c'était la folie et c'est un bien que j'ai vendu, tu vois, que j'ai vendu en 2021. Mmh. J'ai gardé, 11 ans en tout, oui 11, Mmh. 11-12 ans, quoi. Je l'ai vendu dans la 12e année et au final, je l'ai vendu en plus avec une énorme décote. Alors j'avais beaucoup amorti, hein,
Mmh. mais j'ai perdu pas loin de 30% à la revente. Ah ouais, Ouais, malgré le fait que tu l'aies attendu 12 ans, même que le fait ouais. que tu ouais, tu as quand même C'est perdu, simple, OK, je l'ai acheté 467 000 et je l'ai revendu 350. OK. Et Donc sachant j'avais qu'en plus tu les as rénovés en plus? et j'ai rénové en plus. OK. Donc Et si tu veux, comme j'avais énormément amorti, il me restait plus beaucoup de crédit à la fin ouais, tu as quand quand même j'ai revendu. gagné, mais c'est vrai que tu te dis: «Putain, avec toute la valeur que tu as Ah, créée, c'est pas écoute, comme ça que ça aurait dû se passer, non, quoi». j'ai arrêté de compter, je pense que je suis à zéro. Je pense que je suis à Ouais. zéro. Entre l'argent qu'on a remis dedans, ce qu'on a récupéré à la fin, si tu comptes l'énergie, alors j'allais dire: «Je suis clairement perdant», oui et non, parce que Parce qu'avec tout ce que tu as appris aussi, ça t'a exactement. tellement informé que j'imagine que tu feras J'ai tellement plus ces bêtises-là. je crois que, tu vois, je touche du bois, mais on n'est jamais arrivé dans l'immobilier. Il faut faire attention aux excès de confiance, mais j'ai jamais refait d'erreur après derrière, quoi. En tout cas pas comme ça. Ouais. Alors, moi, j'ai envie de dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais moi, j'ai envie de dire, moi, peut-être la 1re erreur que je verrais dans cet investissement que tu as fait, enfin, dans ce premier projet, mais je sais qu'il y en a plein qui sont pas d'accord avec moi et notamment des gens qui sont passés sur le podcast, hein, et qui me donneront tort. C'est que pourquoi être parti direct sur 9 apparts et pas sur un pour justement se faire la main? Alors, tu tout à fait raison et tu as vraiment raison et aujourd'hui, moi, dans les personnes que je coach, c'est ce que je leur conseille, quoi. Déjà d'être rentable tout de suite. Tu attaques par un Mais surtout, premier. tu vois, je me dis que quand tu es novice, l'impact d'erreur sur un appartement est tellement moins important que sur, un immeuble, tu vois? Ouais, Et mais c'est moi, c'est ce que je recommande aussi à aux gens que je ouais. coach et tu vois, quand tu me parles de tes chiffres et voilà de la rentabilité finale, je me dis que finalement, si tu avais fait qu'un appart, que ce soit dans le temps, l'énergie et l'argent perdu, finalement, l'impact aurait été énormément moindre, finalement. Ah non, mais c'est sûr et au début, le pire, c'est qu'on avait commencé comme ça parce que sur cet immeuble, j'avais 2 associés et on Mmh. voulait commencer comme ça, par se faire la main sur quelque chose de petit et c'est mon notaire, alors mon notaire de l'époque, parce que depuis bon, je lui en ai voulu un peu. C'est lui qui m'a rencardé sur cette personne et sur ce bien et je m'en OK. suis surtout voulu à moi parce que voilà, je rejette la faute sur personne. Mais depuis, j'ai un autre notaire en tout cas. Mais on voulait on voulait se faire la main sur un petit bien et voilà et c'est lui qui m'a orienté là-dessus. Moi, là où je vois mon erreur, c'est surtout, l'excès de tu vois, comment dirais-je? Heu, je me voyais arriver, tu vois, ton notaire qui te conseille un bien vendu par quelqu'un de ta ville qui est un petit peu respectable, tu vois? Mmh. Et là, tu te fais embobiner complet. Maintenant, aujourd'hui, que tu sois le curé, le pape ou un industriel, Tu fous, quoi. je m'en Tu sais fous ce que tu dois complètement, regarder, ouais, ouais. ouais, je regarde les chiffres et on se parle d'égal à égal, tu vois? Il y a personne qui, Ouais, vaut qui est plus que au-dessus. moi en tant que personne ou quoi. Mais Mmh. à l'époque, je me laissais facilement impressionner, je pense, tu vois? Et donc ça s'est fait comme ça, en fait. C'est l'occasion qui a fait le larron, c'est pas ce que j'avais recherché et quand j'ai vu que les banques me prêtaient, je me suis dit: «Bon, ben, trop bien, quoi». On avait acheté ça à 460 000 €. Je me suis dit: «Bon, ben, on est 3, il y a 150 pour moi. Dans 15 ans, quand ce sera payé, bah, trop bien». On avait pris sur 15 ans à l'époque le crédit. Je me Mmh. suis dit: «Quand dans 15 ans, quand ce sera payé, trop cool, j'aurai au moins 150 000 €», tu vois? J'avais pas vu loin plus loin que ça. J'ai appris après. OK, donc ça, premier projet, première expérience, Ouais. c'est assez rare, tu vois? La plupart des gens qui passent sur le podcast et qui racontent leur parcours, ils ont pas eu, on va dire un premier projet aussi violent, on va dire en termes d'expérience, alors je me Ouais. permets de dire que c'est une expérience négative, tu vois? Parce Ah, que c'est complètement. ce que tu me Enfin, dis, c'est quand même une expérience alors on est d'accord qu'il y a toujours il faut voir le positif et je pense que tu le vois ouais, très ouais. bien, tout ce que tu as appris et tout, mais on va dire si on part purement financier, Ah non, mais je serais allé beaucoup plus vite si j'avais pas fait ça. tu vois ce que je veux dire? C'est que tu t'es mis et tu tirais ça c'était une balle dans le pied, quoi. Enfin, tu es parti avec un Complètement, handicap, quoi. complètement. Et c'est ça que je trouve ce que je trouve inspirant de ton histoire, c'est que voilà, on sait où tu arrivé aujourd'hui, donc maintenant j'ai envie que tu me dises, la suite, tu vois? Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé après? Ben, après donc on en parlait un petit peu tout à l'heure, au décès de mon grand-père, j'avais hérité d'une petite maison et d'un terrain dans le sud. Mmh. Donc la maison, j'ai pu l'habiter, ça m'a permis, tu vois, de pas payer de loyer et ça, c'est vrai que ça a été cool parce que, ben, voilà, quand tu donnes pas 500-600 € par mois, c'est autant que tu peux Mmh. investir. Donc ça m'a Complètement. beaucoup, beaucoup aidé et mon deuxième invest, si tu veux, dans l'ancien, ça m'avait vraiment vacciné. Donc je me suis dit: «Faut que j'attaque dans le neuf». Puis moi, j'étais dans les travaux publics, donc je faisais, tu vois, toute la partie voirie autour de constructions neuves, que ce soit des immeubles, Mmh. des petites maisons et je voyais ça tout neuf. Je me disais: «Mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est du neuf». Sauf que je savais très bien que
j'aurais pas la même renta. Mais je me dis: «C'est pas grave, j'utiliserai mon salaire pour compléter, ce qui manque et je vais faire comme ça». Donc j'ai passé des années où j'avais jamais 100 balles et où je me suis toujours mis ras à la gueule, mais j'ai fait que du neuf après. Donc sur le terrain, que j'avais dans le sud, j'ai construit une maison Mmh. où j'ai fait dans le rez-de-chaussée de la maison, j'ai pu faire 2 appartements. Parce que je me suis dit: «Voilà, je voulais faire une belle maison sur ce terrain», surtout que attends, excuse-moi, je suis désolé. Je t'en prie. Hem, je voulais faire une belle maison sur ce terrain, mais je voulais surtout pas, je commençais à voir venir la rat race, tu vois? Et me dire: «Si jamais je fais un investissement qui fait que me coûter de l'argent, c'est pas possible, quoi». Mmh. Mais je savais que les règles d'urbanisme allaient changer et que le terrain allait passer inconstructible. Donc il fallait vraiment que je me dépêche. Et en 2011, j'ai fait cette maison où j'ai pu faire 2 appartements dans le rez-de-chaussée. Donc la maison, je l'ai rapidement fait tourner en location saisonnière. Donc à l'époque, on n'avait pas Airbnb. Mmh. J'avais commencé comme ça avec des annonces de gens qui partaient pour la semaine, tu vois, l'été. Et j'ai mis 2 locataires à l'année dans les 2 appartements du rez-de-chaussée. Donc ça me Mmh. payait au moins les charges de la maison. Donc ça, c'était un invest. Ça me remboursait une jolie maison, tu vois. Mais c'était après, quand il y a eu Airbnb, là, j'ai gagné de l'argent parce que c'est allé Ouais. beaucoup plus vite et j'ai pu louer la maison quasiment toute l'année. À partir Mmh. de 2015, là, j'ai vraiment fait du gros cash flow sur cette maison. Mais jusqu'à 2015, c'était break-even, on va dire, quoi. Ouais. Et en 2012, j'ai enchaîné, avec mon papa, on s'est associés, on a construit un immeuble de 8 appartements. Donc, OK. Donc ça, c'était en quelle année? Alors 2011 la maison et après tu as enchaîné en quelle année avec ton père? 2012, Donc l'année derrière, d'après, OK. Donc là, c'était l'année reconstruction neuve de maison. ouais, c'est ça. OK. Et là, on a fait un immeuble de 8 appartements, en construction neuve, 600 carrés en tout. Ça a été un super bel investissement et on arrivait à la fin on a eu, je crois qu'on avait 8,5 % de renta sur ce bien quand on l'a terminé. OK. Donc ça, c'était cool. Et ensuite, en parallèle, j'avais le boulot et j'ai fait mon premier burn-out en 2012 où ça a été très compliqué parce que voilà, je faisais un peu OK. tout en même temps. Et Oui, parce qu'au final, tu étais chef d'entreprise dans le travaux public, donc ouais, j'imagine, l'intensité du truc, plus l'investissement. Donc c'est-à-dire que ouais, tu devais gérer tes invests, la banque, les notaires, les travaux, et compagnie, quoi. En plus, enfin, pro et perso exactement. au final. Tu faisais les Ouais, travaux pro et perso. exactement. OK. Et donc ça a été un peu tendu, on va dire, à cette époque. Et c'est là où je me suis dit: «Il faut vraiment que je trouve une solution pour atteindre mon indépendance financière». Et enfin, c'est pas venu tout de suite. J'ai fait mon deuxième burn-out entre 2015 et 2016. C'est vraiment là où j'ai mis les trucs en place pour vraiment Mmh. arriver à atteindre l'indépendance financière et où j'ai basculé la maison du sud, bah, à fond en Airbnb toute l'année Mmh. et où là, ça m'a dégagé un gros cash flow pour pouvoir quitter mon job. Mais surtout entre 2012 et 2015, j'ai vraiment accéléré les investissements sur mes salaires. J'étais, champion du monde de l'épargne et Mmh. je vivais en gros avec, entre 1 500 et 1 800. Puis bon, comme j'avais pas de loyer, ça aidait aussi et j'investissais, absolument tout le reste. Et alors quand tu dis que tu l'investissais, c'est-à-dire tu le mettais de côté pour des apports pour l'IMO Ouais, ou OK. Il y avait alors pas j'ai d'autres invests en parallèle, bourse, crypto, alors des choses comme ça? chaque année ensuite, j'ai refait, ou une petite maison, j'ai construit, ou l'achat d'un appartement. Et OK. j'ai continué comme ça jusqu'en 2019. Mais à chaque fois, j'avais des cash flows, tu vois? Pareil, l'immeuble, on l'a pris sur 15 ans. Donc la renta locative, elle était là, mais quand tu le prends sur 15 ans, on était en cash flow négatif. Et oui, Donc forcément. tous les mois, j'abondais, à hauteur quasiment de 2 000 € quoi, sur mes revenus, pour OK. compenser les cash flows négatifs. Ouais, en fait, finalement, l'épargne qui théoriquement pourrait, aller sur une assurance vie ou, préparer un apport, toi, ça couvrait ton cash flow négatif, Ouais, finalement? OK. exactement. C'était une épargne forcée, finalement. Ouais, ouais, complètement, complètement. C'était ça. Et à côté, j'investissais aussi une autre part dans les ETF et ça, on peut dire merci à Olivier Seban parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert ça. Alors dans Mmh. son livre, il parlait de tracker, le mot ETF est marqué nulle part. Enfin, en tout cas, dans l'édition de OK. l'époque. Mais vraiment, en creusant le sujet, j'ai compris et je me suis vraiment mis dedans
depuis 2009, j'ai investi en DCA quasiment tous les mois. Il y a 1 ou 2 mois où je l'ai pas fait en 2012 parce que je venais de finir la maison du Sud et j'étais vraiment, Ouais, vraiment c'était chaud. ric-rac quand la maison s'est terminée. Mais sinon, j'ai quasiment, hormis Toujours, ces mois-là, j'ai tu été toujours investi. discipliné Ouais, et tu l'as fait via quelle, plateforme? Enfin, via quelle, c'est quoi? PEA, compte titre, assurance PEA. vie? J'ai PEA. rempli mon PEA, tu vois? J'avais un PEA sur Fortuneo que j'ai rempli et Mmh. ensuite j'ai continué en assurance vie. Trop bien. Et tu peux nous dire, alors on dérive un petit peu, mais tu peux nous dire quelle est ta stratégie ETF? C'est tu as un seul ETF ou tu en as plusieurs, Vraiment, enfin, je peux te le dire, aujourd'hui, je dois être investi quasiment à 80 sur peut-être plus maintenant, 70 sur de l'indice monde Mmh. et le reste, j'ai un peu surpondéré les États-Unis. Je dois être à 30 de S&P 500 pour surpondérer encore un Ouais, peu encore plus, les tu vois? plus les Amériques. OK. Mais voilà, Ouais, ça donc c'était c'est pas avec enfin, en épargnant sur tes salaires, c'est compliqué de faire une fortune avec les ETF, hein. mmh. Mais par contre, quand j'ai commencé à revendre certains biens et que j'ai re-arbitré dans les ETF, là, ça a permis vraiment, encore une Ouais, fois, d'aller plus vite, quoi. d'aller plus vite, quoi. Mmh. OK, donc là, du coup, si j'ai bien suivi, alors du coup, j'avoue que je me suis peut-être un peu perdu sur les chiffres et le nombre de lots, parce que là, du coup, tu as arrêté d'investir en 2019 quand tu as quitté la Alors, boîte? en fait, non, non, j'ai toujours continué OK. jusqu'à présent, mais j'ai attaqué de revendre à partir de 2019. Ouais, tu as arbitré, quoi, finalement? Ouais, j'ai commencé à arbitrer et aussi à réinvestir. Mais en fait, ce qui a surtout, changé, c'est que, tu vois, 2016, j'ai fait mon 2nd burn-out où ça y est, je me suis dit: «Il faut vraiment que je quitte cette Mmh. société». Mais bon, je voulais quand même terminer de rembourser ce crédit et on a Mmh. fini mi-2018. Ensuite, on a essayé de vendre l'entreprise et malheureusement, on a essayé pendant 3 ans et on n'a jamais trouvé. Ça a été très, très, OK. très compliqué. Et moi, en 2018, j'ai fini par laisser mes parts à mes associés, pour pouvoir, voilà, Ouais, te faire autre libérer, chose. OK. Ouais, me libérer. J'avais rempli mon contrat, en fait, de voilà, on n'avait plus de crédit, la boîte était désendettée, Mmh. mais pouvoir faire autre chose, quoi. Et en 2018, à ce moment-là, quel était l'état ton patrimoine? C'est-à-dire combien de lots, combien de cash flow tu avais à peu près à ce moment-là? Alors, fin 2018, j'avais pas encore arbitré. Je crois qu'en tout, j'avais encore l'immeuble de Saint-Étienne, j'étais à 26 lots. Si je te compte bien, OK. enfin, avec des associations, hein, tu vois? J'en avais 8 Mmh. avec mon père, 9 avec mes 2 autres associés, mais en tout, j'avais 26 lots, OK. dessus. Et en termes de cash flow, la maison tournait plein pot en LCD, donc je devais avoir, je te dirais, dans les 2 000 € de cash flow immobilier à peu près. Mmh. Et après en bourse, c'est compliqué, mais j'avais quand même accumulé un gros capital en bourse, parce que j'avais attaqué de revendre et tu sais, tu connais la règle des 4 avec les ETF. Bien sûr, ouais. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais plus parce que maintenant je continue d'investir, parce que depuis que je fais du marchand de biens, j'ai des revenus qui ont vraiment explosé par rapport à cette époque-là, donc je compte plus dessus. Mais tu Est-ce vois, que tu peux juste décrire, peut-être parce que les auditeurs ne connaissent peut-être pas la règle des 4, c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de faire un épisode là-dessus. ouais, Tu peux l'expliquer peut-être rapidement, pour ouais, ceux bien qui connaissent sûr, pas? bien sûr. Quand tu places ton argent en ETF, en bourse, on part du principe que tu pourras avoir un rendement sur un indice monde autour de 8 par an. C'est ce que la bourse nous a montré, en tout cas depuis 172 ans qu'elle existe. Alors, elle distribue pas du 8 chaque année, sinon ça serait trop facile et Ouais, tout le monde c'est serait un coup c'est riche. 30, un coup moins 20, mais lissé sur les ans, ça fait 8 à peu près 8, quoi. C'est ça. Et donc si tu pars là-dessus, tu peux estimer que ton capital en bourse double tous les 8 ans. C'est pour ça que Mmh. tu as vraiment une stratégie d'intérêt cumulé et l'effet cumulé est énorme et tu peux faire des fortunes, mais par contre ça prend beaucoup, Du beaucoup de temps, ouais. temps. Et en te disant que tu as un rendement de 8 par an lycée, on peut estimer que tu peux consommer chaque année 4 de ton capital sans jamais faire banqueroute. Et Mmh. en continuant toujours, c'est la sécurité que tu prends, tu vois? En consommant seulement la moitié de la performance, bah, si une année tu fais 30 tu prends que 4. Si l'année d'après tu fais -10, tu prends quand même que 4 et tu peux vivre là-dessus. Donc si tu veux, bah, je devais avoir autour de 600 000 €, je te dirais, de capital en bourse. Donc 6 fois 4, 24, voilà, c'est à peu près 2 000 € par mois, tu vois? Avec la règle des Mmh. 4. On était à peu près là-dessus à cette époque. OK. Donc je me disais: «Bah, j'ai remplacé mon salaire, plus ou moins quoi», tu vois? Enfin 2 000 € de Mmh. cash flow, 2 000 € sur la bourse et il est temps de, tu vois, d'entreprendre à nouveau, mais vraiment, dans un Différemment. différemment, dans un domaine qui va plus me plaire et comme j'étais entrepreneur de travaux publics, j'ai
on faisait que des marchés privés. Si tu veux, quand on pense travaux publics, tu penses aux gens qui mettent des feux dans la rue et puis qui t'empêchent de passer quand tu es pressé et que tu dois attendre, qui refont les tuyaux d'eau. Moi, dans ma boîte de Lyon, on travaillait que pour des privés. Quasiment, allez, à 95%. J'ai fait très peu de marchés publics. Et donc, souvent des lotisseurs et des promoteurs immobiliers qui achetaient un terrain. Et on faisait les fondations pour les bâtiments, on faisait les fondations pour la route, on posait tous les tuyaux. Donc, on faisait beaucoup de création. Et j'ai été vraiment au contact de ces gens. Et je me suis dit, mais pour moi, c'était la suite logique, tu vois, du travaux public, de prendre un métier d'aménageur lotisseur. Mhm. Et à Lyon, j'ai 3 aménageurs qui sont devenus vraiment des copains. On avait fait des voyages ensemble et c'est vraiment eux qui me chauffaient pour arrêter mon boulot et pour me dire, mais fais comme nous, quoi, tu auras une autre vie. Parce que c'est vrai que à l'époque, c'était des horaires à rallonge, c'était de la folie, quoi. J'étais au Mhm. bureau le matin à 6h15, j'en partais rarement avant 18h30. L'avantage, c'est que une fois que les chantiers étaient lancés, j'avais ma liberté, on va dire, au moins entre 9h du matin et 15h, tu vois. Je Mhm. arrivais à travailler sur mes invests, j'arrivais à aller sur le Bon Coin, j'arrivais à faire mes plans pour l'avenir. Mais sinon, voilà, tu avais des horaires imposés le matin et le soir. Et donc, c'est venu naturellement. J'ai passé beaucoup de temps avec eux pour qu'ils m'expliquent leur boulot, comment ça marchait. Et dès 2019, en fait, tout de suite en 2019, ça y est, on a monté notre société d'aménagement foncier qui s'appelle AB Invest. Donc, au Mhm. départ, on faisait vraiment que de l'aménagement foncier, des lotissements, division parcellaire. Aujourd'hui, on a élargi, on fait un peu de marchand de biens à côté. Et ça a été vraiment un accélérateur aussi parce que atteindre l'indépendance financière, c'est la première étape, tu vois, quand tu as, on va dire, le frigo qui se remplit tout seul. Puis Mhm. moi, j'avais vraiment dégraissé le mammouth, comme on dit, tu vois, avant de quitter mon job. J'avais vraiment j'avais supprimé tout le superflu, quoi. Voilà. Ouais. Donc, je me mettais vraiment sur l'essentiel. La Maison du Sud, elle tournait en Airbnb plein pot. Et d'ailleurs, tu vois, c'est toujours un bien qui est très sentimental. Donc, j'ai toujours mes 2 locataires dans le rez-de-chaussée qui, euh, qui sont là à l'année, puis qui m'évitent du squat, ou tu vois, qui sont Mhm. là. Mais par contre, j'ai arrêté la maison Airbnb. Et la dernière année que j'ai loué, c'était en 2021. Ils m'ont tiré un feu d'artifice quand même par le balcon. Ah ouais, ah putain. Dans la Pinède, hein. Donc les fumées Ah, montaient mais et tout. non. Ah Ah ouais. ouais, ils ont pas foutu le feu quand même? Ils ont foutu le feu Mais à non. une petite partie. Je crois qu'il y a presque une dizaine de mètres carrés qui ont brûlé. Et Ouf, heureusement, ça ça aurait aurait pu pu être être beaucoup plus grave, dramatique. quoi. Ah ouais, ouais. Dramatique. Et surtout quand tu imagines qu'ils ont arrêté de donner les permis dans ce coin, justement parce que c'est des toutes petites rues pour y aller et le camion pompier a du mal à passer à cet endroit. Donc Ah ça aurait ouais. pu faire cramer une dizaine de maisons, quoi. Enfin, Oh là là. et vraiment, je me suis dit, voilà, aujourd'hui, j'ai le choix de louer ou pas. Donc j'ai tiré un trait sur quand même cette grosse source de revenus. Mais je Mhm. préfère la faire ailleurs avec du marchand de biens, tu vois, que. Ouais, puis tu t'achètes la tranquillité aussi, quoi. Exactement. Mhm. Exactement. Et donc, on a démarré en 2019 et on a fait la première année, on a fait 3 lotissements, enfin oui, deux lotissements plus un qu'on a mis en marche. Et c'est là où je me suis lancé sur Internet après, parce que quand on a eu nos 2 premiers invests, nos 2 premiers lotissements, le banquier nous a dit, bon, ok les gars, bravo, c'est super, mais là pour l'instant on se calme et faites déjà ça, et puis on verra après. Et c'est là où j'ai écrit, où on s'est retrouvé un peu au chômage technique avec mon associé. Moi, je venais de vendre ma RP et lui aussi. Et donc, du coup, on s'est mis tous les deux, on a fait nos 2 RP à ce moment-là. Moi, j'ai pu Mhm. faire une partie des travaux, puis c'était avant les événements de 2020 dont il faut taire le nom aujourd'hui. Donc, on a été un peu mis au repos forcé, on a pu travailler dans nos maisons. Mais surtout, moi, j'adorais les podcasts, j'écoutais énormément de podcasts pendant ma période travaux Mhm. publics. Et je me suis dit, mais ça me ferait trop plaisir de lancer mon podcast. Et c'est comme ça que j'ai lancé Une vie de liberté. Puis je me suis dit, ça me ferait une vitrine pour le livre qu'on avait écrit. Donc un livre qui s'appelle Riche de liberté, sur les divisions foncières, les divisions de terrain et l'aménagement foncier. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Et puis après, du coup, on s'est structuré, on a continué à investir. Moi, j'ai continué à arbitrer. J'ai vendu presque en entier mon immeuble de 8 logements. Là, il me reste plus que 2 appartes. J'ai Mhm. vendu mon immeuble de Saint-Étienne. Et entre-temps, on a refait construire pas mal d'investes, hein. Je me suis mis dans les locaux commerciaux ces derniers temps. Et Mhm. aujourd'hui, je fais tout en société. Et c'est ça qui a été chouette, c'est qu'on a pu se structurer
en schéma holding. On a chacun notre holding avec notre associé qui possède la société de production de marchand de biens. Aujourd'hui, c'est celle qui nous génère le cash. Et à côté, on a une SCI, pareil, possédée par nos 2 holdings, qui est vraiment notre SCI patrimoniale, où là, on fait pas mal de biens. Et j'ai continué ma stratégie, tu vois, aujourd'hui, où j'ai finalement peu de cash flow. Je mets de l'apport. Par contre, Mmh. je prends des crédits sur 15 ans. Et aujourd'hui, avec les taux, c'est pas plus mal. Et donc, j'ai très peu de cash flow. Je suis vraiment à l'autofinancement, par contre. Mais ça Mmh. nous permet de continuer à enchaîner. Investir, ouais. Et c'est la boîte de marchand qui permet de continuer à bien enchaîner sur le reste, quoi. Mais du coup, alors là, aujourd'hui, on va dire, quelles sont tes sources de revenus? Est-ce que si t'as pas de cash flow animaux, est-ce que c'est encore la bourse qui te paye? Est-ce que c'est tes revenus d'activité de marchand de biens aujourd'hui qui te font vivre? Enfin voilà, d'où tu tires tes revenus pour vivre? Bah, c'est toujours compliqué. Tu sais, quand tu es entrepreneur, c'est toujours, il y en a partout, en fait, aujourd'hui, maintenant. Ouais, t'as multiplié les sources de revenus finalement. Exactement. Si tu veux, la première, c'était l'IMO que je possédais en perso, Mmh. aujourd'hui, mais bientôt, j'en aurai plus parce qu'il y a une partie que j'ai vendue et il y a une autre partie que je suis en train de me racheter à moi-même. Il y a des biens que j'apprécie beaucoup, notamment des maisons et un appartement. Au fur et à mesure, je suis en train de me les revendre à moi-même, et je les rachète avec ma holding. Donc du coup, Est-ce que tu bientôt, les avais achetés en nom propre ou en SCI? j'avais acheté en nom propre. J'ai fait énormément OK, d'investissements en nom propre. OK. En Heu, LMNP tu ou en nul? alors mes 2 immeubles étaient en SCI. La OK. maison du sud était en LMNP et ensuite j'ai aussi arrêté de louer à cause de ça parce que quand on est passé enfin, tu sais, quand il y a eu la réforme Ouais. pour le LMP, Mmh. alors là, j'étais en plein dedans, tu vois? Ah Et ouais, sur cette maison, je savais pas ce que je voulais faire et le problème, c'est quand tu es passé LMP et que tu veux repasser LMNP, c'est heu, galère. c'est un peu galère. Et alors à l'époque, enfin, aujourd'hui, je suis plus assez calé, mais à l'époque, il fallait payer le SSI, enfin, ça devenait vraiment Mmh. compliqué. Donc j'ai arrêté aussi pour cette raison-là. Mais entre-temps, j'avais fait construire des maisons et des appartements que je possédais en perso. Donc j'avais 3 maisons et encore 2 apparts, si je te dis pas de bêtises. Et il y a un appart, une maison que j'ai vendu et les autres, je suis en train de me les revendre, je suis en train de les racheter avec ma holding aujourd'hui. Parce que ça, c'est des biens que je voudrais même transmettre à mes enfants, que je voudrais pas vendre. Il y a une Ouais, part OK. sentimentale aussi dedans. Donc voilà. Donc bientôt, cash flow perso, enfin, je vais me retrouver, j'aurai juste, ma résidence secondaire, on va dire, où il y a les appartements et Mmh. ma RP, en perso. Donc là aujourd'hui, tes revenus principaux, ils sont tirés clairement du marchand de biens, enfin de ta société actuelle, quoi? Ouais, alors j'ai une grosse partie de capital, bourse possédée en perso. Donc ça assure aussi, une partie des revenus. Et ensuite, c'est énormément par la société de marchand de biens. Ouais, D'accord. Et sur la partie bourse, du coup, tu m'as dit, alors désolé parce que ça a un petit peu coupé pendant non, je t'en prie. tu te, rémunères encore, En fait, si grâce tu à veux, ETF avec la règle des 4 ouais, ou tu as une autre stratégie? si on va dire, si demain, mais tu vois, enfin, c'est toujours le paradoxe de l'indépendance financière, tu sais? Mmh. S'il y a seuls les plus vaillants et les plus travailleurs y arrivent. Mais bon, quand Et ils y quand tu arrivent, y es, bah, après tu peux pas rien faire, quoi. non, c'est ça. Parce que Et tu as tellement craché pour y c'est arriver ça. que tu es obligé de continuer à faire quelque chose. Et les plus feignants ou les plus flemmards qui seraient le plus à même d'en profiter, bon, ben, ils y arrivent pas, tu vois? Mmh. Donc aujourd'hui, oui, en ETF, je pourrais me rémunérer, tu vois? Je pourrais arrêter de travailler, vivre dessus, mais j'ai choisi toujours de réinvestir. Et pareil, bah, tu vois, les biens que je possédais déjà en perso, je reprends un crédit dessus parce que je les rachète avec ma holding. Donc ça me permet de dégager aussi du compte courant sur ma boîte pour me Mmh. rémunérer, bah, sans passer à la case impôt. Ça permet aussi de faire ça. Mmh. Mais effectivement, aujourd'hui, je suis plus dans une stratégie tu vois, de continuer à faire croître, mon capital et mon patrimoine plutôt que de consommer. Ouais, de Mais consommer, c'est clair. mais après, j'ai refait les calculs, tu vois? J'ai pas un train de vie de malade et pourtant, en en profitant bien, quand tu as une société et que tu fais aussi ce qu'on fait, il y a une activité de création de contenu, tu as quand même beaucoup de charges qui peuvent passer aussi sur ta société. Mmh. Donc au final, je dépense pas tant que ça, tu vois? Quand je pars en vacances, maintenant, c'est en mastermind et c'est des masterminds qu'on organise aussi. Donc au final, si je dépense 3 000 € par mois, parce que ma RP, j'ai choisi de vendre l'ancienne et de reprendre un crédit sur celle-là pour faire du levier, encore une fois. Mmh.
Donc, avec le crédit de l'ARP, je dois dépenser 3 000 €, je pense, par mois, maximum, à Mm. mon avis. Ok. Donc après, ouais, et je réinvestis. Ben, on doit réinvestir quasiment 80% 90%, 80-90% de ce qu'on gagne aujourd'hui. Ok. D'accord. Et après, sur tes autres investissements, donc tu as parlé d'ETF en bourse, donc ça, du coup, tu Ouais. continues. Est-ce que tu as d'autres stratégies en bourse, je sais pas moi, des actions à dividendes ou d'autres stratégies particulières, ou après d'autres, même d'autres invests du type SCPI, crypto, des choses comme ça? Ouais, alors action à dividende, en perso, je suis pas ultra fan de cette stratégie parce que le problème, c'est que chaque fois que tu reçois tes dividendes, tu passes par la case impôt. Et Titre. ouais, c'est Parce que amputé sur de. sur le PEA, pour le coup, non. Après, pour le PEA, t'as pas beaucoup de choix, Eh mais. bien, c'est ça le problème, c'est que Ouais, sur le PEA, parce que ces stratégies-là, c'est plus sur la bourse américaine, les ouais, aristocrates, tu vois. complètement, ouais. Donc, quand tu le fais en société, pourquoi pas? Moi, tu vois, aujourd'hui, mon PEA est plein, donc j'ai arrêté d'investir en perso. L'idée, c'était ma holding, c'est un peu mon trésor de pirate, quoi. Chaque Mhm. société, fait remonter son cash flow à la holding. J'ai maintenant un compte bourse et un compte crypto en société sur ma holding et je fais tous mes investissements, dessus. Donc j'achète mes ETF, je fais un petit peu d'investissement dans des sociétés que j'aime bien, mais après, c'est pas quelque chose que je recommande parce qu'aujourd'hui je le maîtrise pas, j'ai pas de recul dessus. Tu vois, je sais que j'aime bien Tesla, bah, j'achète un peu de Tesla tous les mois, mais c'est un pari sur l'avenir, c'est quand Mhm. même relativement risqué. Si demain Elon Musk, je sais pas moi, il fait un tweet raciste ou je sais pas quoi, ou qui pète un plomb, qu'est-ce qui va se passer pour l'action, tu vois? On sait jamais quoi, donc ça fait un peu mettre tous ses œufs dans le même panier, mais je fais un peu de stock picking, donc de choix Mhm. d'actions comme ça, en direct. J'ai un peu de LVMH aussi, parce que je suis un peu contrarien, tu vois? Comme personne n'aime Bernard Arnault, Alors, t'en achètes. moi j'en achète. Mais et puis c'est quand même une société qui a eu des performances exceptionnelles par le passé. Puis le luxe, c'est un domaine qui connaît pas la crise, tu vois? Mhm. Donc j'ai pas de valise Vuitton, mais j'ai des actions LVMH, tu vois? Mais voilà. Et après j'ai un peu de crypto, ouais. Ouais, ouais. Et aujourd'hui je le fais en société. Donc j'en avais Ok. un petit peu, j'ai commencé d'investir en crypto en 2017. Donc j'ai Mhm. connu le premier bull run, j'ai Ouais. connu le 2e. J'ai quasiment jamais revendu. J'avais Ok. revendu un peu au premier bull run, j'avais fait x3 et puis, quand j'ai vu que ça baissait, j'ai revendu avec un x2, donc je m'en suis assez bien sorti Mhm. et j'ai tout réinvesti, ensuite en DCA, pendant l'année 2019, grosso modo. Donc j'ai bien vécu le 2e bull run, Ouais, j'imagine. T'as dû bien consolider. ouais, j'ai bien consolidé. J'ai vendu au 2e bull run et je me suis pas trop mal débrouillé. Il y a quand même une part de chance derrière Mhm. et Bah, c'est toujours impossible d'avoir le top, hein, de toute tu façon, peux quand on fait. pas. Ouais. Mais j'ai vendu, quand on a eu le Dead Cat Bounce c'est qu'on a fait le 2e pic plus haut que le premier. Dès qu'on Mhm. est arrivé, on va dire à 95% du 2e pic, je crois que j'ai dû vendre autour de 60 000 $. Donc je Mhm. me suis pas trop mal débrouillé Ah ouais. et par contre, j'ai commencé à réinvestir quand on était à 40 000, donc bon, mais c'est toujours pas mal, hein. Ouais. Et là, aujourd'hui, je continue mon DCA tous les mois, donc aujourd'hui sur mes sociétés et après, je suis pas très funky, mais je fais moitié bitcoin, moitié Ethereum, tu vois? Ok. C'est les blue chips. Ouais, beh, au final, On va dire que tu dans une stratégie, dans un portefeuille crypto, c'est le moins risqué, théoriquement, quoi. Ça reste évidemment très risqué théoriquement, quand on dézoome et qu'on pense à un patrimoine global, évidemment, c'est la partie ultra risquée d'un patrimoine. ouais, Mais dans une stratégie que crypto, c'est théoriquement les moins volatiles et les moins, mmh, on va dire, ceux qui ont prouvé bah, leur historique et c'est leur ça. utilité, quoi. Et puis si tu veux, je me dis toujours, qu'est-ce qui me plaît le plus et où est-ce que je suis le meilleur? Et ce qui me plaît le plus, moi, c'est de visiter. Arpenter la campagne, visiter, faire des offres en marchand de biens, trouver des opportunités de lotissement. C'est vraiment ça qui me fait le plus vibrer et c'est là où je suis le meilleur, c'est là où je suis le plus doué. Alors que, voilà, faire du stock picking, analyser des actions, essayer de faire du trading ou essayer de chercher des pépites crypto, tu vois, qui sont prêtes à exploser. Je suis pas bon, ça me plaît pas et c'est pas là où c'est ma zone de génie, tu vois? Et Donc puis, j'ai envie de dire, tu peux pas tout faire, au final. Enfin, tu peux pas être non, bon partout, en fait. Parce non, que, enfin, ça, la pépite crypto qui va faire fois 50, soit tu as de la chance, soit tu peux y arriver par chance, ou soit il faut vraiment y tremper dedans et connaître et vraiment être dans l'écosystème et machin. Et ça,
J'ai envie de dire, c'est un boulot soit à part Bien entière, sûr. soit à mi-temps, tu vois? Mais il faut passer énormément de temps, Ah quoi. non, mais c'est sûr. Mais tu vois, plutôt que de te dire parce que moi je connais énormément d'investisseurs immobiliers qui ne font que de l'immobilier, que de l'immobilier. Mmh. Et quand tu vois, en marchand de biens depuis 6 mois, on a pris une petite calotte quand même, tu vois? Bah, ouais, avec la remontée des taux, là, ça a dû piquer en marchand de biens, Ah ouais. mais pour tout et puis tu vois, ça se vend moins bien. Là, j'ai une maison à vendre, elle traîne. Mais c'est là où aussi je suis content de tu vois, j'ai vraiment savouré mon indépendance financière quand je l'ai eue et j'ai jamais voulu prendre de plus gros risques que je peux pas assumer. Mmh. Donc, tu vois, peut-être que je ferais aujourd'hui, je me mets pas dans les dispositions de faire un x10 sur mon patrimoine, Mmh. clairement, parce que je prends pas assez de risques et je fais pas ce qu'il faut faire. Mais, à quoi ça me servirait de plus? Sachant que maintenant, je privilégie aussi, tu vois, le plaisir que j'ai tous les jours à faire mes invests, ma qualité de vie et au moins quand le marché se retourne un peu ou en tout cas se ralentit fortement comme il fait en ce moment, je dors encore la nuit, tu vois? Et Mmh. ça me va très bien. Et c'est le plus important finalement. Franchement. Parce que c'est ça, ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi, tu vois. Enfin, je pense que atteindre la liberté financière, c'est un super objectif que j'ai aussi, tu vois. Mais moi, je me dis le jour, enfin, tu vois, j'ai un patrimoine cible, en fait, où je me dis, dès que j'ai ce patrimoine net qui est atteint, c'est bon, tu vois. En gros, Ouais. casse coché, en gros, je peux relâcher la pression et arrêter de mettre la pression pour gagner de l'argent. Par contre, oui, par passion, je pense que j'aurais toujours envie d'investir parce que je kiffe ça et puis même j'aurais toujours des projets à faire. Par contre, moi, comme tu dis, prendre des risques, faire des x2, x3, x10 mon patrimoine, moi, c'est hors de question. Enfin, une fois que Ah je l'ai non, atteint, mais tu vois, c'est sûr et puis alors tu es obligé de prendre un peu de risque quand même et puis, il y a oui, eu mais il y a du risque, il y a risque et risque, tu vois, il y a des risques bien sûr. mesurés, du style, voilà, enfin, la bourse, oui, c'est risqué, mais je sais pas, ETF long terme, c'est quand même moins Ah mais risqué que c'est sûr. d'investir sur du private equity ou des startups, quoi. Enfin, tu vois, il y a, Ouais, mais alors là-dessus, tu vois, c'est pour ça qu'on a tous la même définition du risque. Pour ce qui pourrait être risqué, c'est, je sais pas, demain, si, je fais, all-in sur un projet de promotion à 3 millions d'euros et que j'ai pas vendu la moitié avant de commencer et que ça commence à partir en sucette. Là, c'est des projets qui peuvent remettre en cause, mon indépendance financière, donc je suis pas prêt à prendre ces risques-là, tu vois? Clairement, Mmh. je j'ai ouais, j'ai une stratégie aujourd'hui j'ai mon objectif de patrimoine cible, tu vois? Mmh. Parce que voilà, c'est ça que je voulais dire. Par la force des choses, tu es un peu obligé ton patrimoine, et même quand tu as de l'immobilier, des apparts, ça vieillit. Bah, il y a des fois, il faut que tu te poses la question: «Tiens, ce quartier a pris énormément de valeur, j'ai une belle plus-value latente, mon appart, il a vieilli, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le revends? Est-ce que j'ai du cash flow dessus? Est-ce que ça m'intéresse de le garder? Est-ce que je le rénove? Est-ce que je me le revends moi-même? Est-ce que j'encaisse ma plus-value et je vais sur un autre projet? En fait, quand tu es investisseur, tu es sans cesse amené à te poser cette question-là. C'est comme un bonsaï que tu taillerais, tu vois, pour Mmh. qu'il ait la forme parfaite. Tu es obligé de faire un minimum d'actions chaque année. C'est pas possible de te dire, Et surtout, j'ai envie de dire, prendre des décisions. C'est des décisions ouais, permanentes aussi à prendre quand tu es investisseur. c'est ça. C'est exactement ça. Et puis surtout quand tu as réussi à bâtir un patrimoine, que tu as 10, 15, 20 lots, ça veut dire que tu as fait un réseau, ça veut dire qu'on va t'appeler. Moi, je vois en Mmh. marchand bien aujourd'hui, on a on cherche presque plus en fait. On est quasiment appelé tout le temps. Ouais, tu as ton réseau d'agents immobiliers Ouais. qui va t'appeler, ouais. Qui nous appelle, donc on va visiter. Bon, 9 fois sur 10 c'est pourri, tu vois? Mais Il y aura bien une fois où ça sera bon. c'est ça. Mais bon, moi j'ai toujours mes alertes sur le bon coin, mais c'est vrai que la plupart des choses qu'on va trouver, c'est qu'on est rencardé maintenant, Mmh. en off market, juste avant que ce soit publié. Donc bah, ça te pousse aussi à continuer forcément quand on te propose une super pépite, que tu sais que le banquier il va te suivre. Bon ben, moi je regarde surtout le temps aujourd'hui, tu vois? J'ai vraiment coutume de dire ça, que je paye en temps et plus en argent. Parce que, bon, j'adore travailler, puis quand on est entrepreneur et surtout maintenant qu'on a la partie internet, je crois que ça s'arrête jamais. Il y a toujours un truc à faire, Mmh. une idée de contenu que tu as ou de choses que tu peux proposer. Donc tu peux tout le temps être en train de bosser et j'en ai perdu ce que je voulais dire. Tu faisais le rapport, au temps, que tu Voilà, préférais c'est payer en ça, temps et pas en argent. exactement. Et donc aujourd'hui, si tu me proposes un projet qui va me faire gagner, je sais pas moi, on va dire n'importe quoi, 200 000 euros, tu vois? Où je me Mmh. dire: «Waouh, en un an», et je vais dire: «Waouh, c'est plus de 15 000 euros par mois, OK, super projet, il faut faire quoi?» Bah, s'il faut taffer,
de 8 heures du matin à 18 heures, 5 jours sur 7, et être présent à un endroit physiquement, aujourd'hui, j'ai dit: «Non, c'est pas possible», tu Mmh. vois? Je préfère, mettre 3 projets pour faire cet argent, mais par contre 3 projets qui me prendront, une trentaine d'heures, que de faire ça, tu vois? Aujourd'hui, en marchant, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que ça marche pas à tous les coups, hein, et c'est pas toujours aussi magique, mais il y a certains projets qu'on a faits, c'est l'agent IMO qui te le présente, la division, elle est quasiment déjà faite. Tu lui reconfies les lots à la vente, c'est lui qui encaisse sa com, OK, à la vente, c'est lui qui va l'encaisser aussi quand il va revendre. Par contre, c'est lui qui passe son temps sur le chantier, et toi, au final, tu as fait ce dans quoi tu es le meilleur, c'est-à-dire optimiser, soit optimiser une découpe de terrain, soit voir l'opportunité, aller voir le banquier, lever des fonds, et au final, tu fais le chef d'orchestre, mais tu pas sur le terrain, quoi, et ça, tu peux le chapeauter de loin, et c'est vrai que des projets comme ça, c'est trop bien quand tu peux dégager du temps. Mais voilà, aujourd'hui, je regarde vraiment le temps que je vais passer dans chaque projet. Après, si Mmh. ça me plaît, je peux faire des projets pour rien, Ouais, hein, avec un ouais, voilà. ouais. Enfin, Bah, il y a ça aussi qui compte, c'est aussi l'intérêt que tu as sur les projets, quoi. exactement, c'est ça, c'est de te dire, enfin, tu peux aider un pote à se lancer, ou tu fais ça gratuitement, tu t'en fiches, en fait, mais tu choisis. Je regarde vraiment aujourd'hui plus le temps que l'argent, parce que, enfin, tu sais, il y avait une étude qui disait qu'au-delà de 4 000 € par mois, l'argent fait plus le bonheur, Mmh. Ouais, j'avais lu ça aussi, ouais. Un et truc comme ça. ainsi de suite. Mais et puis faut faire attention au toujours plus. Tu vois, moi, je m'entraîne vraiment, je fais vraiment des efforts conscients d'exercer ma gratitude et tout, parce que si tu fais pas attention, tu vois plus. Je vais te donner un exemple. Tu vois, l'année dernière, je me suis offert une Porsche, en début d'année, et Mmh. c'était vraiment pour moi, un achievement, tu vois, vraiment un jour à marquer une pierre blanche, de dire: «C'est magnifique, j'ai ma voiture de tous les jours», tu vois? J'ai ma Tesla pour aller sur mes chantiers, et à côté, en plus, en deuxième voiture, je me suis offert une Porsche. Financièrement, ça me fait pas boiter du tout, je le sens pas, c'est pas un effort. Donc c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi, tu vois? Par rapport à une époque, c'était vraiment un goal à atteindre. Et l'autre jour, je la trouve toujours belle, la Porsche, j'adore la conduire, mais je me suis dit: «Ça fait presque 3 semaines que j'étais pas monté dedans», tu vois? Et Mmh. limite, elle fait partie des meubles. Et à côté, je suis sur le bon coin à regarder d'autres voitures, tu vois? Je me disais: «Mais Mais c'est pourquoi? fou!» Dis, il y a 1 an, c'était un rêve et tout, et en fait, tu t'habitues vachement aux choses, donc à chaque fois, je suis allé faire un tour, je me suis dit: «Mais gratitude, déjà, quel bonheur d'avoir celle-là, elle est magnifique et tout», et en fait, voilà, faut bien réfléchir au pourquoi tu fais les choses. Et hem Et aujourd'hui, enfin, je me mettrais jamais à dépenser tout ce que je gagne, par exemple, tu vois? Je crois que je saurais même pas comment faire, enfin, tu trouves toujours, mais, je sais pas, ça me rendrait pas heureux, en fait. Ce qui me rend heureux, tu vois, c'est le matin d'emmener mes enfants à l'école, d'aller m'entraîner au CrossFit. Mon vrai luxe, il est là, tu vois? 4 matins par semaine, de 9 heures à 10 heures, je suis dans une salle de CrossFit, je prends ma douche, sans courir, sauf, quand j'enregistre avec toi juste après, tu vois? Mais, mais je prends ma douche sans courir. Le vrai luxe, il est là, tu vois? Mmh. Les gens, ils Ouais, de vont prendre le temps finalement, quoi. Mais c'est ça. Mmh. Avant, j'avais ma rat race, mais c'était de la science-fiction d'aller au sport un matin Mmh. dans la semaine, alors 4 matins, mais tu C'était impossible. Mmh. Et ça, pour moi, le vrai luxe, il est là, tu vois? Que tu y ailles, en Twingo ou que tu y ailles en Porsche, le vrai luxe, il est dans le temps que tu prends à emmener Mmh. tes enfants à l'école, à faire du sport, et ça, tu vois, c'est vraiment ce que je protégerais. La Porsche, je la vends 15 fois, tu vois? Mais Ouais, cette ce vie-là, petit temps du matin là qui non, est c'est c'est ouais, ça tout le luxe, quoi. Ça c'est vaut bien ça, plus qu'une ouais. Porsche ou une Tesla, quoi. Ah mais complètement, c'est d'avoir du temps pour sa famille, pour ses enfants, pour être là le soir, pour faire les devoirs, Mmh. moi, longtemps, j'ai dit que j'ai sous-traité l'éducation de mes enfants, tu vois? J'ai arrêté quand elles avaient, 7 et 9 ans, Mmh. et vraiment, je suis content parce que c'est pas trop tard, tu vois? Mmh. Fallait pas plus tard que ça, mais c'était bien, et voilà, je rentrais, c'était 19h30, quoi. Ouais, donc là, tu les vois pas, tu vois? C'est Ah vrai que non, c'est compliqué. tu sous-traites l'éducation de tes petits, quoi, et voilà. Bon, bah, c'est très joliment dit en tout cas. Ça fait un très beau mot de fin, hein, Anthony. On arrive à l'heure, donc parfait là, Bon, top. tu m'as fait un beau point final. J Ouais.
Ben, Dernière question, du coup, la petite question traditionnelle de fin de il y a un podcast. livre, mais Est-ce que tu peux nous recommander je un le cite bouquin assez souvent, je qui l'ai t'a cité dans fait mes un podcasts, mais déclic, que tu il y a kiffes? un Alors, livre, on moi, peut que parler du j'ai tien, adoré. évidemment, et on va en Ça parler. s'appelle La technique Mais, du succès. en C'est plus un du livre tien, d'André Muller. enfin, Et André quel Muller, bouquin tu le recommanderais aux pauvre, auditeurs? à mon avis, il a plus mal aux Ça dents peut être parce que finance perso, sinon il serait entrepreneuriat, dev plus que perso, ce que centenaire. tu veux. Mais j'ai jamais réussi à savoir ce qu'il était devenu. Si quelqu'un sait ce qu'est devenu André Muller, ça me ferait plaisir. Mais c'est un livre, ça s'appelle Petit manuel d'organisation de soi-même. Et il t'apprend, quand tu as un objectif, comment l'atteindre. Et ce livre, il est incroyable. Il y a une partie pour soi, il y a une partie de soi avec les autres, il y a une partie sur ton projet. Et voilà, La technique du succès d'André Muller, c'est un livre qui est incroyable. Il m'a inspiré, je ne sais pas combien de podcasts. C'est un livre que je relis presque chaque année avec plaisir. Tous les gens qui l'ont lu m'en ont dit que du bien. Et voilà, je sais que c'est un livre que j'ai toujours plaisir à relire. À chaque fois que je le relis, j'apprends encore des choses. Ça me fait des bons rappels. Et c'est plein de bonnes valeurs et c'est très efficace. Et André Muller, pour le coup, en tout cas, de ce qui est dit dans la biographie du bouquin, c'est quelqu'un qui a réussi à atteindre beaucoup de ses objectifs dans son domaine. Donc, c'est pas du bullshit, quoi. Ah, bien. Bon, bien. Très puissant comme bouquin. Trop bien. Bah, écoute, pendant que tu le disais, je l'ai écrit parce qu'il y a ma communauté qui me demande que je leur fasse une liste de tous les bouquins qui sont cités. Donc je vais commencer à les écrire et faire une belle liste. Et moi, je le Ouais, connais pas bah en écoute, plus. ah, Et tu as réussi à me le vendre en avec tout cas plaisir. parce que Pour ceux qui ont envie de, voilà, de du se coup, former à la là, j'ai division bientôt fini le foncière, mien en et tout cas de faire une bonne voilà, j'ai hâte de mon initiation, prochain. on a Riche de liberté qui va bientôt fêter ses 4 ans, ce livre. Et bah, du coup, bah, est-ce Voilà, que qui a tu peux nous eu dire un peu où on beaucoup te de succès, qui retrouve? est Bah, vendu peut-être que sur notre aussi site, parler de ton donc bouquin, où c'est qu'on le trouve et où c'est qu'on te retrouve, www.abinvest.net. J'ai podcast, tout ça. aussi écrit un deuxième Dis-nous livre où c'est qu'on de mindset où on vient destiné te aux chercher. enfants, qui s'appelle Chemin pour devenir grand. Vous pourrez trouver aussi, voilà, qui est aussi vendu que sur notre site. On OK. trouvait qu'il y avait un petit vide pour les enfants, en tout cas de la façon dont on le fait. Donc c'est pas du tout bourrin, c'est un livre que vous pouvez offrir aux gens. C'est pas quitter la rat race, hein, voilà. OK, C'est alors, trop bien. tu peux le lire à tes enfants, moi je te dirais à partir de 3 ans, tu vois? Quand tu lis l'histoire du soir, jusqu'au CP, où les enfants peuvent le lire tout seuls. C'est 10 petites histoires avec une bonne morale, tu vois? Qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que la Ouais, à liberté? partir de Qu'est-ce que le quel âge mérite? c'est Qu'est-ce que les la enfants qui le lisent ou gratitude? c'est les adultes qui doivent le lire aux enfants? Ah! Excellent! Bien, bien et puis après, bah, on peut me retrouver, dans Ouais, mon podcast, Une vie de liberté qui sort, un lundi sur 2 à 10 heures. Et puis mon second podcast, Les Gentlemen Investisseurs avec mon camarade Yann, qui trop sort bien. un vendredi sur Ah 2 bah, tu viens d'avoir un à client là, 10 c'est bon. heures, Je sais voilà. ce que je vais acheter pour ma fille. Et puis c'est à peu près là où on peut me retrouver. Elle a Puis sur bientôt mon 3 ans, Instagram, donc c'est si bon, vous avez envie de parfait. venir parler avec moi, c'est là où c'est le plus facile. Une vie de liberté et voilà. Merci à toi. Avec grand plaisir. Ouais, salut Thomas, à très vite. Trop bien. Bon. Ouais, bah, merci infiniment Tony pour ton temps, pour, cet échange passionnant et puis, bah, je te dis à très bientôt. Salut, à bientôt.